Après le 11 septembre, George W. Bush, alors président des États-Unis, a dénoncé la fameuse liste des pays de l'axe du mal, annonçant la future guerre en Irak en 2003, renversant ainsi le régime de Saddam Hussein et, quelques mois plus tard, provoquant sa capture et aboutissant ensuite à son exécution. Cela a envoyé un message très clair aux autres pays de ce que les États-Unis appelaient l'axe du mal. Ils devaient agir, sinon ils subiraient le même sort que Saddam. En Libye, Kadhafi s'est empressé de normaliser ses relations politiques avec l'Occident, collaborant avec les États-Unis en partageant des informations sur des cellules terroristes islamiques et allant même jusqu'à héberger les fameux Black Sites de la CIA, où des prisonniers liés à des groupes extrémistes étaient alors interrogés. Kadhafi croyait que la collaboration avec l'Occident allait le maintenir, lui et la Libye, en vie et en sécurité. D'un autre côté, Kim Jong-il, le dirigeant nord-coréen, père de l'actuel dirigeant de la Corée du Nord, figurait également sur cette liste. Mais il a décidé de suivre une voie différente. Au lieu de collaborer avec l'Occident et de tenter un rapprochement, il a préféré tout miser en appuyant fortement sur l'accélérateur, développant ainsi ses armes nucléaires. Ce furent tant deux positions complètement opposées, la coopération d'un côté et la militarisation de l'autre. Le temps a passé et le résultat fut que Kadhafi a fini par être bombardé par ses nouveaux « amis », entre guillemets, puis lynché et tué, tandis que la Corée du Nord non seulement reste intacte, mais en plus de cela, commence maintenant à devenir un acteur important, tirant profit des problèmes rencontrés par ses voisins, la Russie et la Chine, tout en manœuvrant face à la désorientation de l'Occident. Mais comment un pays dont le produit intérieur brut est équivalent à celui du Maranhão, avec une population à peine supérieure à celle de l'État du Minas Gerais, peut-il réussir à réunir à la même table de négociation la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis pour négocier selon ses propres termes? C'est surréaliste et la réponse tient en deux choses, la sagacité stratégique et, évidemment, la bombe atomique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons en détail les capacités nucléaires nord-coréennes dans la série « La modernisation des programmes nucléaires ». Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous vos proches, en activant la cloche de notification pour rester informé de ce qui se passe sur la chaîne. Et surtout, suivez-nous sur les autres réseaux, ne vous fiez pas uniquement à YouTube. Suivez-nous sur Telegram et sur Instagram, ainsi vous serez sûr de rester à jour sur les nouveautés de la chaîne et sur la géopolitique. Je m'appelle Géopolitique Mondiale et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. La République populaire démocratique de Corée, également connue sous le nom de Corée du Nord, maintient un programme d'armes nucléaires actif, mais hautement opaque et difficile à comprendre. Les agences de renseignement, tant gouvernementales que privées, estiment qu'en janvier 2024, la Corée du Nord possédait environ 50 armes nucléaires. Sur la base des déclarations du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et de l'expansion de la posture de force du pays, il semble probable que la Corée du Nord ait l'intention d'augmenter encore son stock d'ogives nucléaires. Cela est renforcé par le fait qu'en 2024 et 2025, la Corée du Nord a intensifié les essais de missiles à courte et longue portée, bien qu'elle n'ait pas effectué d'explosion nucléaire confirmée. Plus précisément, en janvier 2024, Pyongyang a également annoncé avoir testé son nouveau véhicule sous-marin d'attaque nucléaire sans pilote. Le H-1, une torpille autonome capable de transporter des ogives qui, selon le gouvernement sud-coréen, peut accueillir des ogives tactiques. Et le 31 octobre 2024, les Nord-Coréens ont lancé un nouveau missile balistique intercontinental à propergol solide appelé Hwasong-19, utilisant un moteur jamais testé auparavant en interne, ce qui signale un possible soutien technologique russe. Des sources chinoises rapportent plusieurs activités récentes d'armement nord-coréen. Comme en janvier 2024, un essai sous-marin du système nucléaire Tsunami 5 a été enregistré dans les mers orientales en réponse à des exercices conjoints menés par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. La même année, Pyongyang a poursuivi avec 2 essais de missiles balistiques et de croisières. De plus, les 28 et 29 avril 2025, le destroyer Hwayun avec le nouveau destroyer Hwayun ont réalisé plusieurs essais de missiles, y compris des missiles de croisière supersoniques et des missiles de croisière stratégiques, le Hwayun ayant subi un accident de manœuvre le 21 mai. Et il est maintenant en cours d'examen pour déterminer s'il pourra être réutilisé.
Les estimations pour la Corée du Nord sont basées sur des calculs de la quantité de matière fissile, de plutonium et d'uranium hautement enrichis que l'on pense que le pays a produites pour l'utilisation d'armes nucléaires. Analyser les chiffres et les types d'ogives et de vecteurs nord-coréens est une tâche pleine d'incertitudes, en raison de la limitation évidente ou du manque de fiabilité des sources publiques. Beaucoup des données que je vais présenter ici proviennent fondamentalement de sources extérieures à la Corée du Nord, y compris des images satellites, des rapports et des déclarations des gouvernements des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon et un peu de la Chine, ainsi que des analyses d'experts, des publications académiques et des médias d'État. La Corée du Nord a réalisé jusqu'à aujourd'hui, en 2025, un total de 6 essais nucléaires. Un en 2006, en 2009, en 2013, 2 fois en 2016 et plus récemment, le dernier en 2017. Malgré des travaux de construction sur le site d'essai nucléaire de Punggye-ri en 2023 et d'autres préparatifs apparents pour un 7e essai, aucun essai n'a encore eu lieu jusqu'à présent. La Corée du Nord affirme posséder des armes nucléaires tactiques et des bombes à hydrogène surdimensionnées dans son arsenal. La Corée du Nord a signalé à plusieurs reprises, par le biais d'engagements doctrinaux et de tests de nouvelles capacités, qu'elle continuera à développer ses capacités nucléaires à courte et longue portée, tant pour la dissuasion que, potentiellement, en réponse à toute menace perçue. Selon la législation nord-coréenne de 2022, qui a mis à jour et abrogé la législation de 2013, les forces nucléaires de la Corée du Nord doivent être régulièrement prêtes à l'action. La nouvelle loi a également précisé que les armes nucléaires pourraient être utilisées de manière préventive, contredisant une promesse antérieure de ne les employer qu'en réponse à une attaque perçue comme inévitable, qu'elle soit nucléaire ou non, contre la direction de la Corée du Nord, contre sa structure de commandement nucléaire ou contre une autre cible stratégique importante. La loi a également suggéré que la Corée du Nord pourrait utiliser des armes nucléaires pour prendre l'initiative pendant une guerre, c'est-à-dire que la Corée du Nord ne garantit pas qu'elle n'utilisera ses armes nucléaires qu'en réaction à une attaque, et encore moins qu'elle ne les utilisera pas du tout. En septembre 2022, le dirigeant de la Corée du Nord a déclaré que la loi codifiait le statut de la Corée du Nord en tant qu'État nucléaire irréversible, et que le pays ne renoncerait jamais à ses armes nucléaires. D'un autre côté, selon cette même loi de 2022, la Corée du Nord ne menacerait ni n'utiliserait d'armes nucléaires contre des États non nucléaires, à moins que ceux-ci ne participent à une agression ou à une attaque contre la Corée du Nord en collusion avec d'autres États possédant des armes nucléaires, une clause qui fait probablement référence à la Corée du Sud et au Japon. Les capacités de la Corée du Nord à produire et à séparer du plutonium destiné à la fabrication d'armes nucléaires sont situées au Centre de recherche scientifique nucléaire de Yongbyon, dans la province de Pyongyang du Nord. Et depuis que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont été obligés de quitter le pays en 2009, l'agence surveille le programme nucléaire nord-coréen en utilisant des informations provenant de sources ouvertes et des images satellites. Ce complexe de Yongbyon abrite un réacteur de recherche modéré au graphite de 5 MW électriques, déjà vieillissant, à partir duquel il est possible d'extraire du plutonium. Le réacteur est opérationnel depuis la fin de 2021, avec des arrêts intermittents pour la maintenance ou le retraitement du plutonium. La dernière de ces interruptions a eu lieu en septembre 2023, lorsqu'une évaluation conjointe des renseignements de la Corée du Sud et des États-Unis a indiqué que la Corée du Nord avait arrêté les opérations du réacteur pour reprendre le retraitement. Il n'est pas encore clair si la Corée du Nord a repris la construction du réacteur de 50 MW à Yongbyon, commencé dans les années 1980, car diverses activités observées par images satellites suggèrent là que la construction pourrait avoir repris au début de 2022. Cependant, depuis lors, aucune activité de construction visible n'a été observée. En mai 2024, des travaux de rénovation ont été observés à la centrale à vapeur du laboratoire radiologique servant au retraitement, ce qui indique une préparation pour extraire du plutonium. Sur le site d'essai de Punggye-ri, une analyse d'avril 2024 a détecté que la voie d'accès au tunnel numéro 3 était dégagée de la neige, indiquant une activité sur place, ce qui maintient l'installation prête à être utilisée à tout moment. Au cours de la dernière décennie, la Corée du Nord a également construit un réacteur expérimental à eau légère à Yongbyon.
Une estimation suggère que la Corée du Nord pourrait, dès 2025, produire environ 20 kilos supplémentaires par an de plutonium de qualité militaire avec ce réacteur à eau légère, à un rythme environ 4 ou 5 fois supérieur à celui du réacteur de 5 MW dont nous avons parlé précédemment. Élaborer des estimations fiables du stock de plutonium de la Corée du Nord est une tâche très difficile, car il est compliqué d'évaluer l'efficacité, les niveaux de puissance et les calendriers de fonctionnement des réacteurs, ainsi que les quantités de plutonium consommées lors de chaque essai nucléaire et pour chaque ogive produite. Différentes thèses sur ces facteurs aboutissent à des estimations différentes du stock, mais la plupart des estimations s'accordent sur un stock croissant de 60 à 80 kg de plutonium d'ici la fin de 2023. Pour compenser la capacité limitée de production de plutonium de qualité militaire, on pense largement que la Corée du Nord s'est concentrée sur la production d'uranium hautement enrichi pour une utilisation dans des ogives nucléaires. Cependant, nous avons beaucoup d'incertitudes concernant les capacités d'enrichissement de l'uranium de la Corée du Nord et son stock d'uranium enrichi. C'est parce que la Corée du Nord produit du yellow cake, une matière première pour les barres de combustible des réacteurs, dans son usine de concentration d'uranium de Pyeongsan, dans le complexe chimique de Nanchon. Et en août 2023, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie a rapporté que la Corée du Nord continuait d'exploiter son installation d'enrichissement par centrifugeuse à gaz agrandi à Yongbyon, ainsi qu'une possible installation secrète de centrifugeuse à Kangson. Les analystes s'accordent à dire que la Corée du Nord possède la capacité de produire de l'uranium enrichi, mais qu'il existe de nombreuses zones d'ombre concernant la quantité réellement produite, surtout en raison des incertitudes sur les activités à Kangson et la possibilité qu'il existe d'autres sites secrets d'enrichissement. Les estimations de stock utilisées dans l'évaluation du Centre international pour la paix et la résolution des conflits, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, concernant l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord, suggèrent une fourchette comprise entre 280 et 1500 kg d'uranium enrichi. Il n'est pas clair combien d'armes nucléaires la Corée du Nord a produites avec son matériau fissile, combien ont été déployés sur des missiles et quels sont les modèles et les caractéristiques militaires des armes du pays. Mais le gouvernement sud-coréen a révélé en mai 2025 que le matériau fissile accumulé par le Nord jusqu'à présent est suffisant pour environ 90 ogives nucléaires, dont environ 50 seraient déjà assemblées. Ces nouvelles estimations sont bien supérieures à celles utilisées jusqu'en 2023. Les anciennes prévisions parlaient de 20 à 60 ogives possibles. De plus, la plupart des essais nucléaires de la Corée du Nord ont présenté des rendements dans la plage de 5 à 15 kilotonnes. En conséquence, les agences estiment que la Corée du Nord n'a utilisé qu'une petite partie de son uranium hautement enrichi dans des armes thermonucléaires, ayant probablement utilisé la majeure partie pour produire un plus grand nombre d'armes à fission simple, à un seul étage, pouvant être lancées par des missiles balistiques à portée moyenne ou éventuellement à portée intermédiaire. La plupart de ces ogives sont probablement des armes à fission simple, avec des rendements possibles entre 10 et 20 kilotonnes, similaires à ceux démontrés lors des essais de 2013 et 2016, ainsi que quelques ogives plus puissantes avec des cœurs composites d'uranium et de plutonium, ou des conceptions thermonucléaires plus basiques. Bien que les médias aient largement attiré l'attention sur le développement d'armes nucléaires pour les missiles stratégiques à longue portée de la Corée du Nord, ces dernières années, Kim Jong-un a clairement exprimé la nécessité de rendre les armes nucléaires plus petites et plus légères pour des usages tactiques. Le déploiement éventuel d'armes tactiques soulève également des questions sur le commandement et le contrôle nucléaire de la Corée du Nord, en particulier en ce qui concerne la possibilité que Kim ait déjà délégué l'autorité de lancement nucléaire à ses commandants sur le terrain. Cela signifie qu'en cas de conflit, les commandants sur le terrain n'auraient pas besoin d'attendre les ordres de Kim. Ils peuvent prendre l'initiative par eux-mêmes. La Corée du Nord augmente à la fois la taille et la capacité de sa force de missiles balistiques, composée de systèmes de missiles produits localement, dont la portée varie de quelques centaines de kilomètres à plus de 12 000 kilomètres. Depuis 2016, le pays a développé et produit divers systèmes avec des portées de plus en plus grandes et des capacités de lancement de plus en plus sophistiquées. Mais il n'est pas clair quels missiles nord-coréens peuvent transporter des ogives nucléaires. Et il y a une énorme incertitude quant au statut opérationnel des missiles à portée intermédiaire.
Surtout parce que plusieurs systèmes d'Ossel présentés ou testés au fil des années pourraient n'en avoir fait partie que de programmes de démonstration technologique et ne pas être réellement destinés à un déploiement opérationnel. Et juste pour être clair, chaque fois que je mentionne un missile nord-coréen, cela ne signifie pas nécessairement que ce missile peut transporter des armes nucléaires. C'est parce que nous devons prendre en compte la question de la miniaturisation des armes nucléaires nord-coréennes. Parce que ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'aussi important que de développer des armes nucléaires, il faut avoir les moyens de les atteindre avec, et pour cela il est vraiment nécessaire de les fabriquer dans une taille et un poids qui permettent entre autres d'être transportés par un missile balistique, un processus aussi difficile que le développement d'une bombe nucléaire elle-même. Mais je veux en parler plus tard, parce que pour l'instant je veux me concentrer sur leur capacité en missiles. En janvier 2024, la Corée du Nord possédait plusieurs types de missiles balistiques à courte portée, y compris des systèmes plus anciens à carburant liquide, probablement basés sur les Scud soviétiques, et des missiles plus modernes à carburant solide de conception propre. Entre le début de 2019 et la fin de 2023, ces missiles ont été testés ou lancés environ 70 fois, à partir de différents modes de lancement, y compris des lanceurs mobiles sur roues et sur chenilles, des lanceurs ferroviaires, des lanceurs submergés et des silos terrestres. En mars 2023, la Corée du Nord a apparemment effectué son premier essai à courte portée à partir d'un silo assez rudimentaire. Un changement important par rapport à la longue tradition du pays de privilégier les modes mobiles pour le lancement de ces missiles, car cela signale non seulement les États-Unis comme cible, mais aussi la Corée du Sud elle-même. En plus de tester des véhicules de rentrée manœuvrables conçus pour échapper au système de défense antimissiles des États voisins, comme la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Nord possède 4 types de missiles balistiques à portée intermédiaire avec différents types de planeurs hypersoniques. Tous sauf les variantes du Hwasong-12 étaient probablement opérationnels en janvier 2024. En supposant que la Corée du Nord parvienne à produire des ogives suffisamment compactes, ces dispositifs seraient ces systèmes de livraison nucléaire les plus probables. Les 3 missiles opérationnels ont une portée de 1000 à 1200 km, ce qui signifie qu'ils pourraient atteindre des cibles partout en Corée du Sud ou au Japon. Le missile balistique à portée intermédiaire Ransom-Dix, avec une portée estimée à plus de 3000 km, n'a pas effectué de tests de vol depuis 2016 et 2017 et il est probable qu'il ait été remplacé par des programmes de missiles plus sophistiqués, très probablement en collaboration avec la Russie. Et enfin, les missiles balistiques intercontinentaux, les missiles balistiques intercontinentales. La Corée du Nord a présenté 5 types de missiles intercontinentaux. Le pays a donné la priorité à leur construction et à leur déploiement afin de pouvoir tenter de livrer une ogive nucléaire sur des cibles à l'intérieur des États-Unis. Il existe encore une grande incertitude dans les évaluations américaines concernant les capacités des missiles longue portée de la Corée du Nord qui, bien qu'elle n'ait jamais lancé de missiles intercontinental sur une trajectoire opérationnelle à portée maximale, il est très probable qu'au moins certains de ces systèmes aient déjà été déployés opérationnellement. On distingue le Hwasong-17, suffisamment grand pour accueillir plusieurs ogives, mais cette capacité n'avait pas été démontrée jusqu'en janvier 2025. Ce missile a été testé au moins 2 fois, avec un test plus récent ayant eu lieu en mars 2023, atteignant une portée possible de 15 000 km. En avril 2023, la Corée du Nord a lancé un nouveau missile balistique à propergol solide, connu sous le nom de Hwasong-18. Le fait que les médias d'État nord-coréens qualifient les tests les plus récents des Hwasong-15, 17 et 18 d'exercices de lancement plutôt que de tests de validation technique suggère que les 3 systèmes ont déjà été déployés opérationnellement. Compte tenu des différences entre les 3 missiles, il est probable qu'ils aient été conçus pour fonctionner simultanément et non comme des remplaçants les uns des autres. Mais il y a aussi les missiles de croisière, où jusqu'à la fin de 2023, la Corée du Nord avait développé au moins 2 types de missiles de croisière à attaque terrestre qui, selon les déclarations explicites du pays lui-même, sont conçus pour transporter des armes nucléaires. Et enfin, les missiles lancés depuis la mer, où pendant plusieurs années, la Corée du Nord n'a exploité qu'un seul sous-marin lanceur de missiles balistiques, le sous-marin expérimental de la classe Goraï. Ce sous-marin peut transporter et lancer un seul missile balistique lancé par sous-marin.
Mais en septembre 2023, la Corée du Nord a lancé un nouveau sous-marin nucléaire tactique, apparemment adapté d'une ancienne version, avec une capacité de 10 tubes de lancement vertical pour missiles, dont 4 servent pour des missiles à longue portée. Bien que ce sous-marin représente une amélioration considérable en termes de charge utile, une fois qu'il sera opérationnel, sa classe d'origine reste de l'époque soviétique et possède une conception très bruyante, facile à détecter et avec une portée en immersion très limitée. Lors du lancement de ce sous-marin, Kim Jong-un a annoncé un plan visant à convertir tous les sous-marins de taille moyenne existants en sous-marins d'attaque équipés d'armes nucléaires tactiques. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, en 2023, la Corée du Nord a révélé et testé plusieurs nouvelles versions d'un drone sous-marin d'attaque nucléaire. Les médias nord-coréens ont affirmé que la mission de ce système est de s'infiltrer furtivement dans les eaux opérationnelles et de provoquer un tsunami radioactif à grande échelle par une explosion sous-marine, dans le but de détruire les groupes navals d'attaque et les ports opérationnels importants de l'ennemi. La technologie, selon toute vraisemblance, aurait été obtenue en coopération avec la Russie. Et enfin, les aspects de la miniaturisation. Parce que aussi important que d'avoir tous ces missiles, c'est de faire en sorte que les ogives tiennent dans ces missiles. Le 18 avril 2024, j'ai publié ici sur la chaîne une autre vidéo d'analyse de renseignements, parlant du fait que la véritable menace nord-coréenne était ces milliers de pièces d'artillerie stationnées à la frontière avec la Corée du Sud, capables de bombarder plusieurs points clés du pays, surtout la capitale, Séoul, en quelques minutes, et que, compte tenu de la situation numériquement très importante, cela prendrait plusieurs semaines, voire même des mois, pour que les Sud-Coréens, même avec le soutien des États-Unis, puissent neutraliser ces menaces, ce qui serait alors irréalisable, compte tenu du degré de destruction qui aurait déjà été causé dans le Sud à cause de ces pièces, et que ce n'était même pas les armes nucléaires la véritable menace, car ils n'avaient pas encore la capacité de faire tenir les ogives dans les missiles. Beaucoup de personnes profanes, qui n'ont jamais recherché le sujet ou étudié la question, ont affirmé à tort que non, que les Nord-Coréens possédaient déjà la capacité de miniaturisation, en prenant comme preuve une photo de Kim à côté de ce qui serait une ogive miniaturisée, mais qui en réalité ne montre qu'un bidon, car nous n'avons aucun moyen de savoir si c'est réellement une ogive miniaturisée. Donc comme c'est habituel ici sur les réseaux sociaux, les gens ne savent pas exactement ce que signifie le mot preuve. Ce genre d'affirmation peut donc être simplement écarté et ignoré. Et plus d'un an plus tard, nous pouvons affirmer que les Nord-Coréens n'ont toujours pas développé cette capacité de miniaturisation. Les analyses des vols récents suggèrent un effort nord-coréen pour développer des ogives multiples, mais elles ne confirment pas la miniaturisation. Par exemple, le 26 juin 2024, Pyongyang a affirmé avoir lancé 3 ogives à tête multiple. Mais des images thermiques sud-coréennes montrent que le premier étage a échoué à 100 km d'altitude, sans preuve de la libération d'ogives à tête multiple ou de contre-mesures. Cela indique que le test a probablement échoué et n'a validé aucun modèle d'ogive miniaturisée. Le 31 octobre 2024, un missile balistique de la classe Hwasong-19 a parcouru 1000 km de distance à une altitude de 7700 km, utilisant un lanceur à 11 essieux, une version plus grande que le Hwasong-18. Des spécialistes ont observé que cette augmentation de taille a fourni environ 1100 km de portée supplémentaire et a permis de maintenir un propulseur pendant 1 minute de plus, ce qui est beaucoup plus utile pour propulser une charge utile plus lourde. Et des photos du lancement montrent un véhicule post-accélération avec plusieurs tuyères, ce qui est cohérent avec la préparation pour des ogives à cibles multiples, mais il n'y a aucune indication qu'un projectile ait été éjecté. Autrement dit, malgré ses capacités de test de séparation des étages et de post-accélération, la Corée du Nord n'a pas encore démontré de véritable succès dans le lancement de plusieurs ogives nucléaires, c'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement échoué à prouver la miniaturisation, mais les preuves, pour l'instant, écartent cette possibilité. Depuis le dernier essai atomique nord-coréen en septembre 2017, il n'y a pas eu de nouveaux essais nucléaires souterrains et, par conséquent, il n'existe pas de données sismiques ou isotopiques récentes pouvant prouver la miniaturisation. D'un autre côté, il est probable que cela soit sur le point de changer encore cette année, en 2025 ou au plus tard en 2026.
parce que des informations d'avril 2025 indiquant que la Corée du Nord a sollicité l'assistance technique de la Russie pour améliorer la conception d'implosion des ogives nucléaires miniaturisées. Cette collaboration a accéléré les avancées nord-coréennes dans la miniaturisation des ogives nucléaires pour l'intégration à divers systèmes de missiles. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez pour aider la chaîne Geopolitical Mondial à continuer d'exister. Votre soutien est très important. À bientôt et à la prochaine vidéo.